parler juste. Est-ce que vous pouvez juste faire un petit test? Hein? C'est bon, ça marche. Merci. Donc, madame, À droite pour le micro. Ça marche. Très bien. Oui. D'accord. Allez-y. Donc bonjour à tous, merci d'être venus. Donc aujourd'hui, le Club Santé organise son premier grand événement. On accueille aujourd'hui donc Monsieur Pierre Lévy, Monsieur Hichem Joueber et Monsieur Wissem Rorbel en tant que modérateurs. Madame Ali Al-Hedda sera avec nous en visioconférence. Donc voilà, aujourd'hui on a choisi comme thème la santé. C'est pour ça on a insisté pour inviter des jeunes, des gens qui se lancent aujourd'hui. Donc Madame Fatma Mqadmi nous a fait le plaisir de participer à un concours de la TUJ il y a 2 ans. Elle a été lauréate et aujourd'hui elle nous fait le plaisir d'être parmi nous. Donc on la remercie. Voilà, donc je vais juste mettre une petite vidéo pour présenter notre club et puis on enchaînera avec la conférence. Je donne la parole à Wissem Rorbel. Sinon, je vous propose. Sinon, je te laisser la parole. Bon, si la vidéo est prête, on pourrait la revoir. Bon, en tout cas, je vous remercie. Je remercie la TUJ de cette invitation et ce jeune club santé pour le travail qu'il fait. Hein. Moi-même, je ne suis pas pharmacien ni médecin, donc je vais avoir cette responsabilité d'animer cette conférence et surtout de simplifier tous les termes. Je ne sais pas si le public est un public averti, mais si, en tout cas, ils sont assez avertis que moi. Il faudrait que les termes soient très simples, donc j'appelle nos intervenants à ne pas rentrer trop dans des détails techniques ou d'utiliser des termes qu'on ne comprendrait pas. Donc je vais représenter les intervenants. Nous avons avec nous Madame Ali Al-Hedda, qui est fondatrice et directrice générale du groupe Opalia Pharma, l'un des fleurons de l'industrie tunisienne pharmaceutique. Mademoiselle Fatma Mqadmi, qui a accepté de nous rejoindre ce matin et que je remercie, qui est dirigeante de Endonov, une entreprise innovante dans le biomédical de l'endoprothèse. À ma droite, Monsieur Hichem Joueber, Executive Vice President Production System at GSK, donc un acteur mondial très connu dans le secteur pharmaceutique. Et enfin, notre hôte, Monsieur Pierre Lévy, qui est maître de conférences universitaires en économie et directeur du master économie et gestion de la santé à l'université Paris-Dauphine. Donc je vous demande de les accueillir chaleureusement, s'il vous plaît. Alors nous allons prendre à peu près 45 minutes pour vous exposer un peu l'état des lieux et les perspectives de ce secteur, et ensuite on prendra vos questions. Comme c'est le cas de le dire, hein, c'est une table ronde plutôt ovale, donc on va le faire d'une manière assez conviviale, et on va essayer de vous donner la parole pour poser des questions. Donc au début, je vais introduire le secteur, en tout cas l'état des lieux du secteur en Tunisie, avec quelques éléments qui vous permettraient de comprendre un peu où est-ce qu'on en est. Je passerai ensuite la parole à Madame Ali Al-Hedda, qui a une vision historique, hein, c'est parmi les pionniers du secteur en Tunisie. On élargira ensuite la perspective sur le côté international avec Si Hichem à ma droite. Et puis, on évoquera les questions d'access to market et de health technology assessment avec M. Pierre Lévy. Et enfin, l'un des cas pratiques avec Fatma Mqadmi, et peut-être autour de cette table d'autres cas pratiques qui pourraient intervenir. Voilà. Donc le secteur en Tunisie est un secteur qui s'est énormément développé depuis les 25 dernières années. On est parti de 3 acteurs en 87. Nous en sommes aujourd'hui à 56 qui travaillent sur l'industrie pharmaceutique, que ce soit du médicament humain, que ce soit des dispositifs médicaux, ou alors également
pour tout ce qui est vétérinaire, donc c'est assez vaste. Ce secteur emploie à peu près 5300 personnes en emploi direct, sans compter en tout cas tous les sous-traitants et tous les emplois indirects que ça peut générer. Ce sont des emplois qualifiés, puisque 40% des gens qui travaillent dans ce secteur sont des ingénieurs, des pharmaciens, des biologistes. Donc par rapport à la moyenne nationale, c'est quand même un secteur, on va dire, à haute valeur. Je vous rappelle que la moyenne nationale en Tunisie, c'est 15%. C'est-à-dire aujourd'hui en Tunisie, quand on crée 100 emplois nouveaux par an, il y en a 15 seulement qui vont vers des gens très qualifiés. C'est également un secteur avec en tout cas un marché assez important. C'est à peu près 1,5 milliard de dinars par an. Ça, c'est les chiffres de 2011, sachant que c'est un marché qui évolue à plus de 10% annuellement. Il faut savoir que depuis la création de la CNAM en 2007, le marché n'a pas cessé de se développer, puisque la CNAM en Tunisie a offert une couverture médicale pour beaucoup en tout cas pour l'absolue majorité de la population, et que cette couverture, comme les process se mettent en place, s'étend de plus en plus. Donc chaque année, il y a une évolution naturelle du marché local de plus de 10%. Bon, la CNAM creuse son déficit, mais le marché se développe. Sur ce marché, il y a à peu près 47%, 50% qui sont produits localement. Donc les acteurs locaux, qu'ils soient génériqueurs ou qu'ils prennent des licences pour fabriquer des princeps sur place, produisent à peu près 47%. Le reste est directement importé. Donc vous imaginez, c'est à peu près 700 ou 800 millions de dinars par an d'importation directe sur le marché local. Alors malheureusement, quand on voit également la répartition ça, c'est le marché en valeur, hein, en termes de dinars. Après, quand on voit en termes d'unités, on se rend compte que sur le marché local, on fabrique des produits à faible valeur ajoutée, donc déjà épuisés. Donc il y a à peu près 70% du volume en unités qui est fabriqué en local et 30% qui est importé. Donc là, vous voyez le rapport, hein, pour 30% des unités, il y a 50% de la valeur du marché. Donc pour comprendre un peu aussi la structure du marché local. Donc il y a énormément de force, hein, dans ce marché en Tunisie. Il y a des gens assez qualifiés. Nous avons de bons pharmaciens, nous avons de bons ingénieurs, nous avons de bons biologistes, nous avons de bons techniciens. Et globalement, c'est un secteur en fait qui est peu connu, mais c'est quand même l'un des secteurs qui pourrait représenter quelque chose qu'on aimerait voir plus souvent en Tunisie. On a des réglementations qui certes sont à revoir aujourd'hui, mais ce sont de bonnes réglementations qui permettent un bon contrôle du médicament. Il y a des structures de l'État qui contrôlent tout le marché, toutes les autorisations de mise sur le marché. Une expertise prouvée, que ce soit dans le secteur public ou dans le secteur privé. Il y a des services de santé très développés en Tunisie, c'est-à-dire tout ce qui est en aval du secteur pharmaceutique est assez développé. Donc nous avons aujourd'hui un ensemble de cliniques, beaucoup de tourisme médical, beaucoup de choses en fait qui aident le secteur à se développer. Et à titre de référence, le marché tunisien pour 10 millions de personnes est l'équivalent en valeur du marché marocain où il y a 35 millions de personnes. Donc on est relativement en avance, on n'a pas un gisement inépuisable, mais on est relativement en avance là-dessus, même en termes de réglementation. En revanche, un ensemble d'acteurs se positionne aujourd'hui. Donc la problématique qu'on aimerait traiter aujourd'hui avec nos intervenants, au final, 1,5 milliard de dinars en Tunisie, c'est pas énorme, et même quand bien même ça serait 2 milliards ou 3 milliards, c'est rien du tout. Le marché mondial des exportations, c'est 500 milliards de dollars. Et si jamais nous souhaitons que ce secteur en Tunisie demain emploie des dizaines de milliers de personnes, il faut qu'on arrive en tout cas à franchir cette frontière ou ce mur des frontières tunisiennes pour devenir des acteurs régionaux, voire même internationaux. Nous exportons aujourd'hui en Tunisie seulement 7% de la production. Et la vraie problématique que j'aimerais
discuter aujourd'hui, c'est comment faire en sorte que ce secteur devienne un vrai secteur exportateur où on dépasse en fait les 100% de la production ou 200% de la production comme le font d'autres pays comme Singapour, Porto Rico ou la Jordanie. On en parlera tout à l'heure avec Monsieur Hichem. Mais avant cela, j'aimerais avoir peut-être l'avis de Madame Alia, qui est un acteur depuis plus de 20 ans dans le secteur et à qui je poserai la question quelles sont les faiblesses aujourd'hui du secteur et qu'est-ce qui nous empêcherait d'aller au-delà de nos frontières. Bonjour Madame Ali, vous avez la parole. Bonjour tout le monde. J'aurais vraiment souhaité être avec vous, mais malheureusement pour des raisons personnelles, je n'ai pas pu me déplacer, mais j'ai quand même ce plaisir de pouvoir vous faire part un peu de mon expérience. Donc, Opalia Pharma est la vieille entreprise qui a commencé le concept en Tunisie du générique il y a déjà presque 27-28 ans. Donc, c'est elle qui est la première entreprise privée qui a mis en place une politique de générique. Évidemment, le chemin n'a pas été très très simple, il a été même très difficile et très compliqué, mais aujourd'hui, nous sommes très 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 fiers de notre parcours puisque nous avons donc pu, l'année dernière, en fin d'année, faire d'Opalia un groupe international puisqu'elle a été achetée par le groupe Recordati, la multinationale italienne. Une multinationale italienne. Donc Opalia Pharma aujourd'hui appartient à un groupe international et qui a sur le plan stratégique pris le capital d'Opalia à 90%, puisque moi j'en suis encore leur associé, pour une stratégie MENA Afrique. Donc pour vous dire que la Tunisie peut être vraiment pour demain une excellente plateforme de développement pour l'industrie pharmaceutique en général, puisque la Tunisie historiquement a été un vrai pont entre l'Afrique et le Moyen-Orient. À partir de là, nous allons avoir brossé un peu ce parcours d'Opalia avec ce développement stratégique sur le MENA et l'Afrique. Nous sommes déjà très présents en Afrique, nous, sur toute l'Afrique francophone, et nous continuons notre politique de développement sur l'Afrique francophone. Aujourd'hui aussi, nous sommes en train de démarrer une politique au niveau du MENA pour des raisons surtout de marchés nouveaux pour pouvoir se positionner autrement à partir de la Tunisie. Alors nos atouts en Tunisie, je vais commencer disons qu'on va commencer par les atouts. Donc la Tunisie, avant tout, est proche évidemment de l'Europe. Et ça, c'est très, très important. Nous sommes à peine à 1 heure de l'Italie, à 1 heure aussi de la France. Et ça permet donc, évidemment, sur le plan logistique, d'avoir une base et une plateforme où il y a non seulement une industrie pharmaceutique aux normes internationales, mais aussi un capital humain particulièrement développé. Et étant donné que l'industrie pharmaceutique est essentiellement basée sur l'immatériel, sur la création de valeur par l'homme et sur le capital humain, en Tunisie, il est possible aujourd'hui de trouver vraiment un capital humain très, très, très développé. L'autre atout de la Tunisie, donc, le fait qu'elle soit proche, le fait qu'elle soit au cœur de la Méditerranée, de l'Afrique et du Moyen-Orient, le fait aussi, donc, on a dit, d'un capital humain intéressant, jeune, curieux et prêt à se développer. En Tunisie, il y a aussi la possibilité à partir de l'Europe, de faire du transfert de technologie. En effet, aujourd'hui, la Tunisie, ce qui nous intéresse particulièrement, c'est qu'il puisse avoir de nouvelles unités qui s'installent, et pas seulement en fait
plateforme uniquement de commerce, mais aussi une plateforme où nous pouvons fabriquer, produire des produits de haute valeur ajoutée. Et la Tunisie, donc, à part pour ça, elle pourra réellement offrir un environnement très, très intéressant. Madame Par Alia, ailleurs, si je puis me permettre, bon, il y a vraiment énormément d'atouts tels que vous le dites actuellement, mais qu'est-ce qui a empêché que cette internationalisation se produise avant? voilà. Donc là, alors, voilà ce qui s'est aujourd'hui. Ce qui a manqué à la Tunisie, il y a des faiblesses réglementaires et aussi et surtout, ce qui est très intéressant, à un moment donné, le développement de l'industrie pharmaceutique a été vraiment très très rapide parce qu'il y a eu une décision où il était possible que tous les produits qui soient fabriqués localement ne soient plus importés. Pourquoi? Parce que à un moment donné, le fait qu'il y ait la dégradation de l'euro faisait que les produits étaient compensés. Et donc, à l'époque, pour pouvoir, dans un premier temps, limiter la compensation, et aussi pour pouvoir aider à la construction de l'industrie pharmaceutique, il a été décidé que les produits fabriqués localement puissent ne plus être importés. Ceci a beaucoup motivé toutes les grandes multinationales à venir faire premièrement une unité, celle de Sanofi Aventis, de pousser aussi les multinationales à utiliser le tissu industriel tunisien pour donner des licences. Et ceci a permis un très gros développement de transfert de technologie. Ce qui était après, cette corrélation a été enlevée et le fait que la corrélation soit enlevée, évidemment, tous les labos aujourd'hui ne font que de la Tunisie un centre de commerce et non un centre de développement industriel. Excusez-moi, Donc la Madame Alia, coopération a juste été un outil pour qui a simplifier, permis pendant corrélation. longtemps l'installation de beaucoup d'entreprises en Tunisie et beaucoup de multinationales sont venues et fabriquer localement leurs produits et aussi construire de nouvelles usines en Tunisie. Puis après, quand sur le plan réglementaire, cette corrélation a été enlevée, malheureusement, entre guillemets, c'est devenu seulement de l'importation uniquement. Alors, juste pour vous expliquer, donc si je comprends bien, Madame Alia et tous les autres spécialistes du secteur, corrélation, c'est que pendant jusqu'à l'année 2005, tous les produits qui étaient importés et qui commencent à être fabriqués localement bénéficiaient d'une protection. C'est-à-dire, à partir du moment où un acteur local commence à produire un produit importé, il était protégé et on n'importait plus ce produit. Ensuite, la compensation, c'est que comme l'État tunisien souhaitait garder des niveaux de prix assez accessibles pour la population, hein, je rappelle que le prix des médicaments rentre dans l'index d'inflation. Donc même si le produit avec la dégradation du dinar versus l'euro est acheté à 20 euros, il est vendu au public à 5 dinars et le reste est compensé par la pharmacie centrale. C'est un phénomène très dangereux, très 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 dangereux. Et aujourd'hui, il est en train de détruire complètement l'industrie pharmaceutique tunisienne pour la simple raison que nous compensons des produits importés jusqu'à 70% de leur prix public, parce qu'en Tunisie, comme dans tous les pays du monde, les prix publics du médicament est auto-homologable et il ne change pas de sitôt. Donc la pharmacie centrale compense des produits jusqu'à 70%. Et donc ce phénomène-là tient les prix faussement bas et donc ne permet pas aussi à l'industrie du générique de se développer, puisque ces produits sont bas, pas de manière réelle. Donc, comme en général, les
n'arrive pas à sortir ni de prêt ni de loi parce que son prix de référence est maintenu faussement bas. Et tout ça est en train réellement de pervertir le système et de détruire aussi le développement. Et l'industrie locale in situ, parce que c'est du dumping qui est vraiment très dangereux. Et la Tunisie, aujourd'hui, fatigue énormément de compenser. Aujourd'hui, on compense presque 100 millions de dinars de produits par la pharmacie centrale. Donc, c'est un phénomène qu'il faut immédiatement résoudre parce qu'il ne peut pas, il risque de détruire toute l'industrie tunisienne. C'est très, très dangereux comme phénomène. Madame Aral, il y a juste une dernière question. Vous me parliez hier de manque de vision stratégique, parce que cette question de corrélation, de compensation, d'ajustement réglementaire, ce sont des petites briques. Mais pour vous, où est-ce que devrait se situer la Tunisie dans ce secteur mondialisé? Alors, pour moi, la Tunisie devrait, comme je vous ai dit, être vraiment une plateforme où, qui serait réellement au cœur de la Méditerranée et où il y aurait un investissement de la part des multinationales, des laboratoires aussi de fabrication générique, pour pouvoir se développer et créer aussi, à partir de la Tunisie, une plateforme d'exportation au niveau de l'Afrique et du MENA. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui serait très intéressant, c'est que les industries viennent s'installer en Tunisie. Ça permettrait d'éviter ce phénomène de compensation puisque et tout se passera en dinars, donc il n'y aura plus le risque de cette importation où chaque dégradation de l'euro fait monter un peu plus la compensation, et mettre en place pour 3 ans, 5 ans, le temps de remettre de l'ordre et créer surtout un cadre réglementaire, mettre en place cette corrélation. Donc il faut réellement remettre en place et la corrélation jusqu'à mettre en place une réglementation bien adaptée à tous ces phénomènes qui sont en train de ne pas permettre à l'industrie pharmaceutique tunisienne, qui a été réellement réellement une industrie à très haute valeur ajoutée en Tunisie, elle ne risque pas aujourd'hui de se dégrader. Merci beaucoup, Madame Ali, à rester avec nous pour les questions. On comprend bien que le marché local est un enjeu important pour les acteurs nationaux, mais il ne l'est peut-être pas pour les acteurs internationaux, si Hichem. Bonjour tout le monde et merci pour l'invitation. Avant de répondre à votre question, juste, je voudrais dire deux mots. Que le secteur de l'industrie pharmaceutique, ce n'est pas un secteur qui peut être qualifié de marchand. C'est un secteur un peu particulier. C'est un secteur où le consommateur n'est pas consommateur, c'est un malade, c'est un patient. C'est un secteur où si on ne livre pas le produit, on risque la vie de ce malade. Et donc, vu de cet angle-là, toute analyse macroéconomique de ce secteur-là, certes, elle doit exister, mais elle doit être avant tout précédée par l'accessibilité du produit à ses patients. C'est le plus important, c'est ça qui est le plus important en fait dans la chaîne de valeur de ce produit. La deuxième caractéristique de ce secteur, c'est que vous le verrez avec les organismes, les mutuelles et sécurité sociale, celui qui consomme le produit, qui utilise le produit, ce n'est pas celui qui paye, d'accord? Et celui qui paye le produit, ce n'est pas celui qui recommande le produit. Parce qu'il y a, contrairement à d'autres secteurs marchands, j'ai un client et j'ai un fournisseur. Là, j'ai un payeur qui est différent des deux autres acteurs. Donc, c'est une chaîne relativement complexe. Et de ce fait, l'accessibilité et la complexité de ce secteur, on touche à des vies humaines et que par conséquent, le système, la valeur du produit, elle est dans sa qualité. C'est-à-dire que je comprends très bien qu'il y ait des réglementations très draconiennes pour protéger le patient,
pour protéger les patients qui consomment ce produit, d'où les contraintes réglementaires importantes et de plus en plus importantes qu'on trouve dans tous les pays, ce qui rend complexe les demandes de mise sur le marché d'un pays à l'autre, et en général, ce sont des procédures indépendantes par pays. Quand on regarde le marché mondial, pour vous donner une idée, c'est 900 milliards de dollars par an. C'est un marché qui croît entre 3-4% par an. Mais quand on regarde mieux, aujourd'hui, analyse un peu plus ces chiffres, 36% du marché, c'est les États-Unis et le Canada. Ça veut dire que 36% des produits pharmaceutiques produits dans le monde entier sont consommés dans 2 pays, environ 300 millions d'habitants, qui consomment 36% des produits pharmaceutiques en termes de valeur. Le deuxième marché, c'est l'Europe, 32%. L'Asie et l'Afrique, c'est 12%. Donc, si on vise un niveau de couverture médicale de toute la population, vous imaginez le potentiel de croissance de ce secteur. C'est un secteur aussi qui est très éclaté en termes d'acteurs. Je crois que les 6 premiers représentent 33% du marché mondial. Ça veut dire que c'est un secteur où la croissance interne et la croissance externe va s'accélérer. Il y aura forcément des restructurations de ce secteur de plus en plus. Le premier mondial ne représente que 6,8% du marché. C'est rare dans une industrie installée où le leader n'a pas 12-15%. Donc c'est un secteur qui va être amené à fusionner, c'est un secteur qui est amené à se développer vu le marché est porteur et à se concentrer parce que les acteurs restent éclatés malgré la taille des acteurs importants. Ce qui est pour mon avis une opportunité, et on l'a vu, un certain nombre de grands laboratoires ont commencé à acquérir des laboratoires locaux en Tunisie, d'ailleurs le cas d'Opalia est un exemple, dans cette recherche de croissance externe et d'extension de marché. Pour répondre à votre question, je pense que ce serait bien de se positionner de 2 casquettes. Alors, j'ai la chance et l'honneur d'être tunisien, donc je vais me positionner côté tunisien pour dire ce que la Tunisie doit faire pour attirer un industriel pharma dans le pays. Et puis après, je prendrai ma casquette de tous les jours comme dirigeant chez GSK. Je vais me dire qu'est-ce qu'il faut que la Tunisie mette en place pour que je puisse un jour imaginer installer une unité de production en Tunisie. Je sais pas, on peut la jouer comme ça. Même si tous les jours vous êtes tunisien, répondez-nous aux 2 questions. Je vais prendre juste une casquette 10 minutes en étant tunisien, mais qui a un objectif fixé par son patron qui est développer la société en Tunisie et qu'est-ce que vous allez faire. Je pense que côté tunisien, ce n'est pas le protectionnisme qui va développer l'industrie pharmaceutique en Tunisie. Donc ça c'est une donnée de base. Il faut, comme je vous ai dit au début, la pharmacie, on a des malades derrière. Et aucune règle de protectionnisme ne peut être acceptée dans ce secteur. Il faut que les produits circulent, il faut que les produits soient disponibles, parce que derrière, je veux sauver des vies. La deuxième chose importante pour la Tunisie, le secteur il est très vaste. Hein. On a des représentants de l'industrie pharmaceutique, produits pharmaceutiques. On a une représentante pour le medical device, si j'ai bien compris. Il y a la biotechnologie, il y a les vaccins. Et donc, c'est un secteur vaste. Il est inconcevable qu'un pays comme la Tunisie vise de développer tous les segments en même temps. Ça prendrait beaucoup de temps. Et donc, il faut concentrer les moyens que nous avons sur des segments particuliers sur lesquels nous avons des atouts. On peut en développer, si vous voulez, plus tard. Donc, cette stratégie que j'appelle laser, focalisée sur les segments où on a des atouts à développer en Tunisie. Alors, lesquels, selon vous? Alors, moi, je vois plusieurs. Hein. Juste pour vous donner une idée, le coût de lancement d'un nouveau produit aujourd'hui dans l'industrie pharmaceutique pour un blockbuster, c'est le coût de $1 milliard. Donc, le laboratoire qui va venir s'installer en Tunisie, il faut qu'il sache pour un nouveau produit, c'est $1 milliard. Donc, c'est des coûts énormes. Moi, je pense, quand je vois les atouts de la Tunisie, et je crois que Madame Ali en a parlé, hein, clairement, et là, je prends un tout petit peu l'autre casquette,
Les compétences, ça existe. Nous avons un bon système de pharma. Enfin, je crois que c'est un des rares pays, avec peut-être le Maroc, où même les visiteurs médicaux sont des pharmaciens, des médecins et des vétérinaires. On est tous d'accord là-dessus, si chez problème là juste, qu'est-ce qu'on doit cibler? En termes d'industrie, moi je pense qu'on a un potentiel important pour commencer sur la partie amont du processus pharmaceutique, c'est-à-dire les principes actifs. Pourquoi les principes actifs? 60% du coût du cost of good manufactured d'un produit pharmaceutique, c'est le principe actif. Donc vous parlez bien d'industries capitalistiques qui ne viennent pas en Tunisie juste pour des problématiques de marché local. Non. Mais, parce que de toute manière, le marché local est exigu, mais qui viennent investir dans des usines et qui mettent des centaines de millions de dollars en Tunisie. Et pourquoi ça? Pour deux choses. C'est qu'effectivement, on ne viendra pas en Tunisie pour le marché tunisien. On vient là pour s'installer en Tunisie et rayonner sur le marché africain, européen, moyen-oriental. Donc, qu'est-ce qu'il faudrait mettre en place, alors, du coup, pour convaincre ces gens de venir mettre des centaines de millions de dollars en Tunisie? Un acteur comme GSK, par exemple. Et là, je parle à James Weber, le vice-président de GSK. Tunisien tout de même, mais... on a un certain nombre de critères importants. Donc, effectivement, côté... c'est un domaine qui est très réglementé. Donc, il faut que le droit des affaires soit clairement établi, que la protection des brevets soit clairement un souci de tous les jours. Il faut une infrastructure dans le pays qui soit à même de permettre, je dirais, le bon fonctionnement des unités. Il faut un système d'éducation et de lien avec les universités de recherche pour adapter les compétences aux besoins de cette industrie. C'est une industrie, comme vous l'avez dit tout à l'heure, qui demande beaucoup de qualifications, beaucoup d'ingénieurs qualité, beaucoup d'ingénieurs process, beaucoup de biologistes, beaucoup de chimistes, beaucoup de médecins, de pharmaciens. Et donc, le niveau de compétence générale en Tunisie, je pense, permet de fournir ça. Mais les critères de type droit des affaires, sécurité, infrastructure et protection de la propriété intellectuelle. Quel est le pays dans lequel vous êtes installé? Pour ce segment-là, pour les principes actifs, on est beaucoup installé à Singapour. D'accord. Et alors, à Singapour, combien exporte Singapour en principes actifs? Mondialement, je ne peux pas vous dire, mais pour moi, par exemple, 40% de mes principes actifs sont produits à Singapour. Singapour, c'est un pays de 700 km², hein, c'est tout petit. Et en chiffre d'affaires? En équivalent produits vendus, ça représente 5 milliards. 5 milliards de dollars. C'est plus que c'est une fois et demie le secteur du textile, c'est 2 fois le secteur du tourisme tunisien. Et combien d'employés en tout? Dans le monde ou Singapour? Non, à Singapour. Singapour, je dois avoir 1700 personnes. 1700 personnes qui exportent 5 milliards de dollars. Il faut juste en fait avoir en tête ce type de rapport pour les choix que fera la Tunisie des secteurs prioritaires, on va dire. Et d'ailleurs, l'exemple du Singapour, je pense que c'est sur ce segment-là, je dirais, des principes actifs pharmaceutiques. Quand je dis principes actifs, hein, ça peut être de la chimie très fine, hein, des principes actifs chimiques, ou des produits de synthèse ou de biotechnologie. Donc c'est le secteur des actifs, c'est ce qui fait qu'un produit devienne un médicament. En fait. Alors maintenant, je parlerai à Hichem Joueb, l'ATUG1 tunisien. Oui. Quand est-ce que vous vous installez en Tunisie? C'est en cours. Non, c'est pas en cours. Non, il est clair. Moi, je pense que pour pouvoir faire ça, il faut étudier le cas Singapour. Singapour, c'est un tout petit pays qui a décidé un jour, il y a 12 ans, de devenir grand dans le secteur de l'Asie. Il veut être le leader de l'industrie pharmaceutique pour une population de 3 millions d'habitants, 700 km² de surface. Et ils ont dit, je veux être le leader du secteur de la santé de toute l'Asie. Et leur stratégie, ils ont mis en place des facilités économiques d'installation, de TVA, de taxes, etc. Mais le plus important, c'est que c'est pris en charge par l'État directement. Et ils ont créé une entité qui vise à aller chercher les locomotives du secteur. C'est-à-dire que leur objectif, c'était d'attirer les grands laboratoires vers leur pays, en disant que si j'attire un industriel de principes actifs, les investissements sont très lourds, donc il est fixé sur le territoire. C'est un investissement à haute valeur ajoutée, donc la valeur de mes exportations va augmenter. Et si
si je fais ça, un laboratoire qui va fabriquer son principe actif dans un pays, il va attirer ses fournisseurs, il va attirer ses propres unités de production de packaging éventuellement, et du coup, il va constituer le train. C'est-à-dire, si j'attire la locomotive, les wagons vont suivre. Ça, c'est une bonne stratégie. Ils ont beaucoup de moyens, et aujourd'hui, 3 ou 4 des plus grands mondiaux sont installés sur place. Donc, c'est ce que je ferai, moi. Moi, demain, si je trouve toutes les conditions nécessaires pour installer une unité solide en Tunisie, ça sera un dossier à considérer. Bon, merci beaucoup, Si Hichem. On parle beaucoup de cette exportation et on voit qu'il y a des pays qui sont tout petits, qui n'ont pas de marché local et qui exportent 5 milliards de dollars à l'étranger. Monsieur Lévy, on a discuté hier de la problématique de market access et de, on va dire, labyrinthe, on va dire, de juridictions, d'institutions dans tous les pays. Et je crois que vous avez un ensemble d'outils d'un côté, et puis un peu une nouvelle structuration du marché en fonction de ces outils que vous devriez nous présenter. Et avec toujours la perspective, si demain des acteurs installés en Tunisie vont exporter sur cette région, qu'est-ce qu'ils devraient avoir en tête et comment ils devraient se préparer à cela? Ok, merci. Bonjour à tous. En tous les cas, ne me demandez pas si Dauphine vient s'implanter à Tunis, c'est déjà fait. Donc, Ça, c'est pas mal. bon, on va essayer de se maintenir et de se développer. Oui, alors, pour commencer, je voudrais en remettre une couche après Monsieur Joabert pour vous dire qu'à mon avis, les produits de santé, c'est pas des yaourts. Hein, et que il faut, à mon avis, faire très attention à ça. C'est que je comprends bien qu'il y ait et c'est un peu le sujet de la table ronde, une thématique industrielle. Et on vient de parler à l'instant vraiment de production, un peu comme des yaourts. Hein, enfin, c'est-à-dire, est-ce qu'il faut être en amont, en aval, faire le packaging ou pas? Il me semble que, et on l'a vu avec la première intervention, tout le problème, et en Tunisie et dans n'importe quel pays, c'est qu'à partir du moment où on va parler des industries de santé, on va être à l'interface de politique de santé d'un côté et de politique industrielle de l'autre. Et que, malheureusement, inévitablement, ça ne tire pas vraiment dans le même sens. Hein. Et donc, on a vu tout à l'heure, quand on nous a parlé de cette histoire de la compensation, que justement, cette compensation, on peut la comprendre dans une perspective de politique de santé, comme voulant assurer l'accès au meilleur prix aux malades tunisiens, mais que ça se fait au détriment du développement industriel. Inversement, je pense que ça serait une erreur d'oublier que ce sont des produits de santé, donc des biens particuliers, et de se lancer dans une problématique purement industrielle, parce que je vois mal une industrie pharmaceutique, pour le dire en bref, même s'il y a le dispositif médical qui est important aussi, enfin une industrie des produits de santé se développer exclusivement à l'exportation sans que la population tunisienne en bénéficie. Je pense que vraiment, ça, s'il y a un message, c'est celui-là, parce que dans le développement de la Tunisie, bon, il y a plein de bonnes choses qui se passent, il y a la démocratie, il y a l'éducation, mais vient tout de suite ensuite dans les revendications la santé. Et ça, je pense que c'est très important. Donc effectivement, ce que je voulais vous présenter aujourd'hui, c'est ce qu'on trouve un petit peu à l'international maintenant et qui conditionne une bonne partie de l'activité des industries de santé et qui est un double enjeu, à mon avis, pour les industriels qui voudraient s'implanter en Tunisie, pour savoir quelles sont les règles du jeu. Elles sont quand même pas très claires et on a vu qu'elles sont changeantes, mais aussi pour les industriels tunisiens qui voudraient jouer un jeu industriel international. Sauf si on se met dans une logique, dans un segment de pur génériqueur. Je pense qu'il faut effectivement parler un tout petit peu de ce qu'on appellerait en bon français l'évaluation des technologies de santé, le Health Technology Assessment. Je vais essayer de vous en parler brièvement, si j'y arrive. Non, j'y arrive pas. C'est pas grave. Si, ça y est, pardon. Il faut un petit temps de latence. Donc, ce qu'il faut dire, c'est qu'effectivement, à l'échelle internationale maintenant, non, ça marche pas. C'est pas grave, c'est pas grave. À l'échelle internationale maintenant, il y a, si vous voulez, un nouveau cadre pour l'évaluation des produits de santé, des technologies de santé, qu'on appelle le Health Technology Assessment, et qui a remplacé quelque chose qui avait cours auparavant, qu'on appelait l'Evidence-Based Medicine. Et ce Health Technology Assessment, ce qui est intéressant, c'est de voir que c'est utilisé
souvent pour un double objectif. D'une part, déterminer des politiques de prix et de remboursement qui s'imposent dans chaque pays, et aussi orienter des politiques de bon usage des stratégies de santé. Et ce qu'on peut dire, c'est que donc c'est important parce que ça conditionne l'activité locale, mais c'est aussi important parce que pour les industriels, on a vu très clairement dans les big pharma, comme on dit, que ça a induit une restructuration de leur activité et de la gestion de leur portefeuille de produits autour d'une notion dite de market access, hein, pour gérer de manière beaucoup plus stratégique et anticipée le développement de leurs produits tout au long du cycle de vie. Et donc je vais vous parler un tout petit peu de ces deux aspects. Donc d'un côté, c'est dommage quand même que les... C'est pas grave, c'est pas grave. Dites-nous comment ces deux notions pourraient intéresser les acteurs du marché tunisien pour accéder aux marchés internationaux. Alors, je pense que, si vous voulez, il faut de toute façon bien voir quelles sont les règles un tout petit peu, ou l'exercice que fixe ce cadre, qui s'applique, je dirais, à la fois aux potentiels exportateurs tunisiens, mais aussi tout simplement à l'arrivée sur le marché ou à la mise sur le marché de produits de santé pour la population tunisienne. En fait, ce qu'il faut savoir, c'est que, bien sûr, reste important ce qu'il a été précédemment, c'est-à-dire la nécessité de démontrer l'efficacité, la sécurité des produits, la qualité de la production, mais apparaissent aussi maintenant de nouvelles dimensions, notamment sur les aspects, sur les aspects économiques et sur les aspects organisationnels. Sur les aspects organisationnels pour le système de santé national. Et ce qu'on peut dire, c'est que de ce fait-là, il y a un peu partout dans le monde maintenant, au moins une agence par pays, voire plusieurs agences, qui sont chargées de ce qu'on appelle le HTA, donc des agences. Alors en France, c'est la Haute Autorité de Santé, par exemple. Et il existe un réseau un peu informel qui justement a pour effet de faciliter cette activité. Parce que ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'effectivement, le lancement d'un produit est de plus en plus exigeant, consomme de plus en plus de ressources, et que les pays ont bien compris qu'ils peuvent être exigeants dans l'évaluation des produits qui arrivent sur leur marché, mais que ça risque de freiner l'accès au marché, et qu'il y a la nécessité donc d'essayer d'harmoniser, de converger, de partager les ressources qui peuvent l'être, comme par exemple les preuves cliniques, etc. Alors ça existe à l'échelle internationale, on le voit encore plus à l'échelle européenne. Et il me semble que là aussi, ça peut être un enseignement pour la Tunisie. Par exemple, on a vu que pendant longtemps, en Europe, chaque pays avait sa politique nationale et était fier de ses prérogatives. Bon. On a quand même lâché une partie de ça sur la partie en amont, qui est l'autorisation de mise sur le marché, puisque maintenant, sauf exception, l'autorisation de mise sur le marché, elle est faite par une agence européenne pour toute l'Europe. Et que, par exemple, on pourrait se poser la question de savoir si pour la Tunisie, il n'y aurait pas là un élément de réflexion. Je sais que c'est une thématique qui a failli voir le jour, et il faudrait peut-être revenir là-dessus. Mais en aval, parce que c'est surtout ça qui m'intéresse, on sait qu'une fois qu'on a l'autorisation de mise sur le marché, la question qui se pose, c'est mais est-ce qu'effectivement tel ou tel produit doit être mis sur le marché? Comment est-ce qu'il doit être remboursé? À quel prix? Etc. Et donc pour tout ça, on a effectivement des agences, on a des critères. Tout le problème, c'est que effectivement ces critères et ces règles du jeu sont quand même très nationales, et que justement alors, ça s'explique aussi par le fait que chaque système de santé a son histoire, sa culture, sa façon de fonctionner, etc. Mais ce qui est intéressant de voir, c'est que justement en Europe, on ressent là aussi le besoin de lâcher un peu peut-être de ses prérogatives nationales. Et il existe aujourd'hui un réseau vraiment structuré et formel des agences de santé de chaque pays de l'Europe qui essayent d'améliorer les choses pour simplifier les procédures et partager ce qui peut l'être. Bon, et donc là aussi, il me semble que, si vous voulez, ce qui est intéressant, c'est de comprendre que si on veut améliorer la santé de la population tunisienne, il faut effectivement peut-être mettre en balance d'un côté la protection de l'industrie naissante un peu des génériques, mais de l'autre côté aussi se donner la possibilité de faire, alors soit de produire localement, soit d'importer des produits plus innovants, plus coûteux, mais
ont leur propre apport pour la population tunisienne. Et donc là, il y a un arbitrage vraisemblablement à faire. Alors c'est un peu contre-intuitif là, vous nous dites il faut importer peut-être des produits plus coûteux. Expliquez-nous un peu cette démarche. Alors, si vous voulez, le problème qu'on trouve partout, hein, et aujourd'hui encore, même si dans les pays développés, on se targue de faire du Health Technology Assessment, il y a un moment où la décision finale, c'est la décision du payeur. Est-ce que j'accepte de payer ce produit? Bon. Le problème, c'est que l'instinct, je dirais, du payeur en tant que tenant les cordons de la bourse, c'est de payer le moins cher possible. Et donc d'avoir une argumentation et une problématique très limitée qui consiste à raisonner ligne par ligne en disant mais moi j'ai besoin, je dis n'importe quoi, d'un antihypertenseur, je veux l'antihypertenseur. Et je vous confirme que les autorités en Tunisie fonctionnent exclusivement comme ça. Mais elles n'ont pas le monopole, on le retrouve à l'échelle internationale. Hein, bon. Mais l'idée c'est quand même d'essayer de dépasser ce raisonnement un peu simpliste parce que justement avec des produits plus innovants et vraisemblablement plus coûteux, d'une part, le coût du produit lui-même peut être le surcoût du produit lui-même peut être en partie compensé par des économies ailleurs. On peut économiser des hospitalisations, on peut éviter une aggravation des complications du diabète ou la même chose avec les vaccins, a fortiori, que des enfants tombent malades. Et même s'il y a un surcoût au total, il faut voir si ce surcoût n'est pas acceptable au regard du bénéfice thérapeutique pour les patients qui en bénéficieraient. Parce que si on arrive à prolonger l'espérance de vie, et globalement on voit bien que c'est le cas, surtout l'espérance de vie en bonne santé, ça peut être un apport à ne pas négliger. Et donc l'idée c'est, chacun peut avoir ses critères de décision, mais ce qu'on voit apparaître avec le Health Technology Assessment, c'est effectivement des outils qui permettent un peu de structurer la discussion et la négociation, et qui sont des éléments communs. Alors ça n'empêche qu'effectivement ensuite chaque pays peut avoir ses propres éléments de décision et ses propres critères de décision, mais l'idée c'est qu'en tous les cas, que ce soit pour se développer en Tunisie ou pour exporter, il faut être conscient que ce sont les nouvelles règles du jeu et qu'un fabricant d'un produit de santé qui n'est, je le répète, pas un yaourt, il doit nécessairement se structurer maintenant autour de cette question-là. Et donc pour terminer là-dessus, j'anticipe peut-être votre question, ce qui me semble important, c'est de comprendre et de voir, alors là, les leçons de l'expérience dans l'industrie pharmaceutique mondiale, c'est que tous les labos pharmaceutiques, partant bien souvent d'une structuration qui n'était pas pertinente ou qui n'était pas efficace pour répondre à ces besoins des régulateurs, disons, ou des acheteurs, se sont restructurés autour de cette notion de market access, d'accès au marché, parce que ça nécessite, si vous voulez, de gérer de manière beaucoup plus anticipée et précoce le développement d'un produit pour voir quelles vont être les indications, quelles vont être les zones de prix possibles, les niveaux de remboursement, la taille de la population cible, et donc voir jusqu'où il faut développer le produit ou pas. Et quelles sont les preuves qu'on va nous demander à l'accès au marché pour être capable de les produire le moment venu et pas attendre le dernier moment. Et donc on voit un petit peu partout que justement, donc les structures en département traditionnels où on avait d'un côté le département des affaires économiques, le département réglementaire, etc., tout ça est remis en cause, explose et restructuré autour d'une notion de market access qui demande des nouvelles compétences. Et donc, je dirais que s'il y a des nouveaux entrants, s'il y a des nouveaux acteurs, il faut absolument que, en plus de toutes les compétences que vous avez mentionnées qui sont du côté production, en aval, il faut bien voir que si vous avez le meilleur produit du monde, mais que vous n'avez personne qui est capable de le valoriser, de le mettre en valeur et de démontrer ce qu'on appelle la valeur du produit, eh ben, vous n'aurez pas une stratégie. Alors je vous remercie pour cette excellente transition, parce que le cas pratique ici présent, représenté par Fatma Mqadmi, est une entreprise, une start-up qui est dans les biotechnologies, dispositifs médicaux. C'est complètement innovant. Et vous êtes installé d'abord en France pour adresser cette question au market access. Je crois qu'il y a également quelque chose de prévu, une usine ou un atelier en Tunisie, une salle blanche, hein, telle que vous l'appelez, et qu'il y a énormément de choses qui manquent sur place pour pouvoir être aux différentes normes. Oui. Pouvez-vous nous raconter ça, Fatma ? Exactement. Alors, donc nous, Andonov, c'est une start-up dont l'objectif est de développer, enfin concevoir déjà, développer et commercialiser des dispositifs médicaux implantables, des endoprothèses de l'aorte. Alors, oui. Ça veut dire quoi, là ? Alors,
c'est quoi une endoprothèse de l'aorte? En fait, de manière pratique, c'est un petit tube qui vient traiter les anévrismes de l'aorte. Alors, c'est quoi un anévrisme? Il y a pas mal de pharmaciens dans la salle Moi, je ne suis pas pharmacien. Voilà, moi non plus, je suis ingénieur. Donc, voilà, comme quoi on peut travailler dans la santé sans avoir un parcours 100% médical. Alors, pour en revenir à l'anévrisme, donc l'anévrisme, c'est une perte de parallélisme des parois de l'artère. Donc dans l'aspect devient celui d'une boule. Donc avec le temps, cette boule augmente systématiquement de volume, ce qui fragilise la paroi artérielle. Il y a donc un risque d'éclatement, donc de décès dans 80% des cas. D'où l'intérêt d'opérer avant cette rupture. Et donc qu'est-ce qu'on fait? C'est ou de la chirurgie ouverte ou donc mieux, on va implanter. Donc on va opérer une toute petite ouverture au niveau des deux plis de laine, là, donc c'est en bas de l'abdomen, pour introduire, merci, pour implanter au niveau de cet anévrisme, donc ce petit tube qui va venir court-circuiter l'anévrisme, et donc les parois artérielles ne sont plus mises sous pression. Donc c'est beaucoup moins invasive que la chirurgie ouverte, et donc d'où l'intérêt pour les patients. Oui. Alors vous voulez vous installer en Tunisie, Oui. Et il y a plein de corps de métier, plein de choses qui manquent. Alors, effectivement, donc nous, aujourd'hui, nous avons une unité pilote ici en France, au Mans, et donc notre objectif est d'en créer une unité miroir en Tunisie. Alors, quelles sont les difficultés que nous rencontrons dans cette démarche? Je dirais qu'il y a des difficultés à 3 niveaux. Donc, d'abord, la disponibilité de l'information, simplement, c'est-à-dire, en gros, les sous-traitants, parce que c'est toute une chaîne de production, enfin de la production jusqu'à la mise sur le marché. Donc, les différents sous-traitants pour la matière première, pour les consommables, etc. L'information n'est pas disponible, donc il faut aller la chercher. Et voilà, et c'est pas facile à trouver. Donc, deuxième niveau, donc si on la trouve, cette information, donc si on trouve des sous-traitants, alors des sous-traitants certifiés, parce que nous, notre objectif, nous sommes une entreprise à fort potentiel d'exportation, donc voilà, on n'est pas, le marché tunisien est tout petit et donc est même insignifiant, donc nous avons un fort potentiel à l'exportation, et donc il nous faut être aux normes européennes et américaines. Donc du coup, il nous faut des sous-traitants certifiés pour pouvoir les solliciter. Troisième niveau, la disponibilité de qualifications de pointe. Donc voilà, vous en parliez. Effectivement, alors, il y a des compétences dans la santé en Tunisie. On forme des acteurs de la santé compétents, mais pas dans tous les domaines, notamment donc l'aspect qualité, donc des ingénieurs de qualité accès pharma, ou DM, donc il n'y en a pas beaucoup. Le système tunisien, ou les formations tunisiennes sont assez axées officine et pas assez industrie, alors que une bonne partie, si ce n'est la majeure partie de la valeur ajoutée dans ce secteur est dans l'industrie. Donc voilà, il n'y a pas assez de personnes qui sont formées dans ce secteur. La mise sur le marché, donc le market access également, donc des compétences sur le réglementaire et sur la valorisation du produit qui manque. Donc voilà, c'est comme ça que je synthétiserai les différents points. Je vous remercie et je vous souhaite beaucoup de chance. On va prendre quelques questions dans les 20 minutes qui nous restent. On va prendre une série de 5 questions. Donc s'il vous plaît, vous vous présentez, vous donnez la question et vous dites à qui vous l'adressez. Et ensuite, on va y répondre, on va prendre un autre tour après. Allez-y. En management dans une école de commerce. Question à M. Hichem Joueb. Vous avez parlé notamment de l'exemple de Singapour. Moi, ce qui m'intéresse aussi, c'est, vous dites que vous avez 1700 grosso modo employés à Singapour, mais qu'il y a beaucoup d'emplois induits auprès des sous-traitants. On estime à combien d'emplois indirects générés par un emploi dans l'industrie pharmaceutique? Parce que je pense que ça sera aussi intéressant à savoir pour voir le potentiel. On prend une deuxième question. Il n'y a pas de questions, c'était clair? Je vais vous désigner pour poser des questions sinon. Moi, Skmish, pharmacien, donc j'ai une petite question à Madame Fatma. Donc, est-ce qu'au niveau de la Tunisie, est-ce qu'il y a des aides pour promouvoir l'esprit start-up? Et est-ce qu'il y a des ponts à la fois entre les universités, ces start-up, mais aussi entre les start-up et les industries déjà basées? Est-ce que vous avez des ponts avec, je ne sais pas, des industries basées localement en Tunisie? Est-ce qu'on peut avoir des aides et une collaboration?
petit chercheur biologiste. Alors ma question en fait s'adresse à Monsieur Joueber. Justement, je voulais savoir comment est-ce que vous faites pour acheter les licences ou les produits issus de l'innovation ou issus de la recherche scientifique. Voilà. Merci. Merci. On a une question derrière. Monsieur. Bonjour tout le monde, Walid Salem, manager qualité à Paris. Ma question s'adresse à Monsieur Lévy concernant le remboursement des produits. En France, ici, il y a la certification de la visite médicale qui permet de négocier les prix de remboursement. Est-ce que ce système peut être transposable en Tunisie ou pas? Voilà. Et on prend une autre question. Bonjour, chez Lirdiara, je suis entrepreneur en solutions IT pour la santé. Donc ma question, c'est pour le cas jordanien. La Jordanie est un leader dans l'industrie pharma dans la région. Donc j'ai voulu savoir quels sont les atouts de la Jordanie par rapport à la Tunisie. Qu'est-ce qui est intéressant de voir par rapport à ce cas-là? Merci. Et, on va commencer par Fatma. Les femmes d'abord. Merci. Alors, est-ce qu'il y a des aides aux startups? Des aides aux startups. Donc, en gros, en Tunisie, il n'y a pas d'aide sectorielle spécifique au secteur. En tout cas, moi, de mon expérience, il n'y a pas d'aide spécifique à ce secteur. Il y a donc le système, on va dire, commun à tous les secteurs d'aide à l'investissement dans certaines régions. Donc, pas de choses spécifiques. Effectivement, et ça fait partie des points qui sont, je pense, à travailler. Parce qu'aujourd'hui, en France, c'est pour ça d'ailleurs que nous avons commencé en France, c'est tout l'intérêt de la chose, il y a des incubateurs spécifiques pour l'industrie biomédicale et donc des infrastructures complètement établies qui nous permettent d'avoir accès à une salle blanche à un coût quasiment, à un coût inexistant. Donc voilà, on arrive, quelque part, on met les pieds sur la table et on commence à produire. Ce qui nous permet d'être directement opérationnel et de nous intéresser aux aspects qui sont fondamentaux dans la mise sur le marché de notre dispositif, donc nos propres procédures et notre propre dossier de marquage CE. Donc pour conclure, c'est les deux choses sur lesquelles donc, on doit travailler, des aspects sectoriels, c'est-à-dire des infrastructures d'incubateurs par secteur, et puis également des aides à l'innovation, parce que ce sont des activités qui ne permettent pas de générer un chiffre d'affaires directement, donc il y a un temps de latence avant de pouvoir faire vivre une société, et donc il faut, en France en tout cas, on a accès à un certain nombre de subventions publiques qui nous permettent donc de passer au stade industriel à partir de l'innovation. Merci Fatma. Monsieur Lévy, la négociation des remboursements, est-ce que c'est applicable à la Tunisie? Pardon, je vous coupe le micro. C'est une question très, très complexe. Ce qu'il faut dire d'une manière générale, c'est que si on simplifie un peu, donc là on est dans la question de la régulation un peu des dépenses de santé ou d'une partie des dépenses de santé. Vous avez deux types de pays. L'Angleterre d'un côté, l'Allemagne aussi, c'est des pays à prix libre. C'est-à-dire l'industriel décide de son prix et la seule décision de l'assurance maladie ou du payeur, c'est est-ce que je le mets sur ma liste des produits remboursés ou pas. Bon. Ce qu'il faut dire, c'est que ce modèle qu'on croyait être un modèle qui allait se généraliser, parce que c'est le modèle libéral, même si derrière on régule les profits en fait, c'est un modèle qui semble avoir vécu puisque les Anglais et les Allemands sont en train de l'abandonner. Et donc miraculeusement, pour une fois, il semble que le modèle français, même si on n'a pas le monopole de ce modèle, se développe, c'est-à-dire un modèle où non seulement il y a une décision par l'acheteur de rembourser ou pas le médicament, mais aussi de négocier le prix. Hein, on n'est pas en prix libre, on est en prix administré. Et donc, là, si vous voulez, toute la question qui est en suspens, si on dit oui, il est logique que nous régulions les prix, c'est de savoir sur la base de quels critères. Et donc ça, c'est ce qu'on appelle, pour faire du franglais, le value-based pricing, hein, le prix fondé sur la valeur, qui est une question économique fondamentale. Enfin, pour les économistes, c'est très intéressant de revenir à ces fondamentaux. Et là, le jeu est assez ouvert. Jusqu'à, très précisément, le 5 octobre 2013 en France,
la valeur d'un médicament était comprise comme étant sa valeur clinique, son bénéfice thérapeutique. Est-ce que j'améliore la santé d'un patient grâce à ce traitement par rapport à l'arsenal thérapeutique existant? Et en fonction de l'apport d'un nouveau produit, on lui donne un prix plus ou moins intéressant, avec un premium, comme on dit, une prime de prix. La tendance qu'on voit maintenant en France rejoindre je dirais le modèle un peu international, c'est de dire qu'il faut aussi considérer la valeur économique du médicament, puisque du point de vue du payeur, du point de vue de l'acheteur, de la collectivité, payer pour un médicament, c'est investir. C'est une dépense d'investissement pour la santé d'un individu, un peu son capital humain. Et donc l'idée, c'est quel est le retour sur investissement? Alors non pas en dinars ou en euros, mais en termes de bénéfices thérapeutiques. Est-ce qu'on améliore sa survie? Est-ce qu'on peut acheter des années de vie en bonne santé, d'une certaine manière? Voilà. Et donc tout le jeu maintenant, c'est d'utiliser des modèles qui permettent d'évaluer ça, et de plus en plus, le prix est fondé là-dessus. Ça répond à votre question? Il me semble que, si vous voulez, en termes de méthode et d'outils, c'est un petit peu ce qui se passe partout. Ça n'empêche que chaque pays décline cet exercice-là à sa façon. Les Allemands ne le font pas comme les Anglais, qui ne le font pas comme les Français, etc. Et les critères in fine sont différents, et le prix obtenu est différent. Mais si vous voulez, il me semble qu'effectivement, ça permet de structurer la négociation de prix, et que de ce point de vue-là, les outils et les méthodes ont vocation à se généraliser, ce qui n'empêche absolument pas que la décision reste ensuite libre et à l'échelle nationale. Merci. Alors si Hichem, le nombre d'emplois indirects, les achats de licences et la Jordanie, voilà. Je vais commencer par les emplois indirects. Je pense qu'on n'est pas très différent d'une autre industrie dans ce domaine, mais tout dépend de ce que vous allez faire. C'est-à-dire, si vous faites uniquement le principe actif, vous allez générer des fournisseurs, enfin des salariés chez les fournisseurs qui vous livrent la matière première, les services, l'ingénierie, la maintenance, etc. Donc, nous sommes à peu près dans les ratios de l'industrie 1/6, me paraît raisonnable. Mais plus vous avancez dans la chaîne de valeur, c'est-à-dire que après le principe actif, vous avez tout ce qui est fabrication pharmaceutique elle-même, ou la galénique, et puis après le packaging. Donc plus vous intégrez votre chaîne de valeur localement, plus vous allez générer. Mais entre 1,6 et 1,10, ça paraît un bon ratio aujourd'hui, en intégrant tout l'approvisionnement, les services associés aux usines, etc. L'histoire de comment on fait pour les licences et les nouveaux produits. GSK, sur les 26 milliards et demi de pounds de chiffre d'affaires, nous dépensons 4 milliards en R&D. Donc nous avons des centres de R&D un peu partout, que ce soit dans le vaccin, biotechnologie ou les autres segments du marché, respiratory et autres, un peu partout dans le monde. On en a aux États-Unis, Canada, Japon, US, etc. Mais nous avons aussi nos propres incubateurs, c'est-à-dire qu'on a des incubateurs, on prend des idées des universités en général, et on fait des incubateurs de nouvelles idées, et quand les produits aboutissent, effectivement, on a l'acquisition de ce produit ou l'acquisition de ça. On fait aussi beaucoup d'acquisitions externes, de petites biotech, de petites start-up un peu partout dans le monde. Donc c'est ce que font tous les laboratoires, toutes les grandes compagnies. Donc il n'y a pas de... Mais par contre, c'est rare qu'on fait des produits en licence. Ça existe, mais en général, c'est sur des gros volumes, des gros boosters, mais avec d'autres laboratoires partenaires. La Jordanie. La Jordanie, c'est un cas à étudier, effectivement, parce que la Jordanie, elle s'est dit, moi aussi, je veux développer ma présence sur le marché Moyen-Orient, Asie du Sud-Est, dans le domaine de la santé. Et bien sûr, vu leurs moyens et vu les moyens financiers, etc., ils ont choisi de développer beaucoup les génériques. Donc ils ont une activité importante de production de génériques, et ils inondent aujourd'hui des marchés de type Égypte, de type bien sûr Jordanie, de type Bangladesh. Et donc ils ont une stratégie qui a été développée depuis une dizaine d'années aussi, et ils se sont concentrés sur les génériques, et uniquement les génériques. C'est-à-dire il n'y a pas des produits, je dirais, princeps
définis par des laboratoires jordaniens. Et ils ont réussi à développer quelques laboratoires qui aujourd'hui ont une présence importante dans le domaine des génériques. Donc leur stratégie, c'est plutôt ça, quoi. Merci beaucoup. Je ne sais pas s'il y a d'autres questions. Oui, allez-y. Moi, j'ai une question parce qu'il me semble qu'éventuellement, il y aurait un potentiel pour la Tunisie. Certes, j'imagine qu'il y a un potentiel très important compte tenu des chiffres que vous nous avez donnés sur les génériques. Mais est-ce qu'une partie d'un éventuel avenir tunisien pour l'industrie des produits de santé, ce n'est pas les biosimilaires? Parce que là, en allant vers de la haute valeur ajoutée, c'est quand même autre chose que du générique. Et compte tenu du fait que la Tunisie est quand même relativement développée, qu'il y a des ressources humaines en nombre et en qualité, c'est peut-être plutôt vers ça qu'est l'avenir. Oui, absolument. D'ailleurs, c'est ce que j'ai dit. Moi, je veux dire, une des stratégies, c'est plutôt chercher la valeur ajoutée. C'est-à-dire, moi, je cherche pour la Tunisie de fixer des industries locales qui sont plutôt des industries de princeps. Et je commencerai par les principes actifs parce que je pense que c'est là où il y a le plus de valeur. Donc, clair, c'est-à-dire, je ne suis pas du tout partisan pour la stratégie jordanienne en Tunisie. Ça, c'est clair. D'autres questions? On en prend 3 autres encore parce qu'on doit libérer la salle à 11h30. Juste une question, est-ce que vous avez développé des incubateurs justement en Tunisie? La réponse, elle est non. Pourquoi? Pas encore, pas encore. Non, dès que l'opportunité se présente, oui, pourquoi pas. Aujourd'hui, ils sont plutôt en Amérique du Nord, en Angleterre et en Asie. Ma question concerne beaucoup plus... Présentez-vous. Mohamed Kabar, pharmacien biologiste. Ma question concerne plus le marché des anticorps monoclonaux. Donc ça a été plus ou moins abordé avec la question des biosimilaires, notamment le rituximab qui est un médicament très utilisé et qui tombe dans le marché public très bientôt. Mais la technologie des anticorps monoclonaux concerne aussi bien le domaine thérapeutique pur que le domaine des réactifs de laboratoire, du diagnostic biologique. Et donc c'est vraiment un secteur très important. La technologie existe. Je pense qu'on a les compétences en Tunisie pour développer ce secteur. Et c'est un secteur qui est très... comment dire, pour donner simplement une idée, 1 millilitre d'anticorps monoclonal coûte aux environs de 400 €. Cette technologie-là, on a, je pense, les moyens et les compétences pour le développer. Est-ce que c'est pas plutôt là-dessus qu'il faut aller chercher finalement de la vraie valeur ajoutée plutôt que sur des génériques donc, sur lesquels la marge finalement sera très très faible? Merci. Une autre question? Si Hichem voulait commenter, peut-être. Ah, il y a une autre question là. Je me permets de poser une petite question à Madame Ali Aled. Aujourd'hui, on a autour de la table plusieurs étudiants, des gens qui veulent revenir vers la Tunisie. Donc, on voudrait avoir votre avis sur leur place, la place des compétences tunisiennes, donc qui sont en train de se former aujourd'hui partout dans le monde. La Tunisie est aujourd'hui une grande opportunité parce qu'il y a des jeunes, beaucoup d'industries qui sont en train de se développer et de s'installer. D'autant plus que les anciennes, disons, entre guillemets, industries génériques qui se sont installées il y a une vingtaine d'années sont en train, aujourd'hui, les 10 premières sociétés de génériques qui se sont installées il y a à peu près 20 ans sont en train de s'internationaliser et de demander des compétences de très haut niveau. Et je pense qu'avec eux, il est possible aujourd'hui de réécrire encore une nouvelle histoire dans le développement de l'industrie pharmaceutique tunisienne et surtout pour pouvoir, grâce à eux et avec eux, l'internationaliser. C'est-à-dire que aussi bien au niveau du principe actif qu'au niveau de la fabrication soit de génériques, soit aussi de faire aujourd'hui comme vous dites, des incubateurs. Il y a beaucoup d'espace en Tunisie. Il y a tous les outils nécessaires au niveau des financements pour que les jeunes puissent trouver des idées nouvelles et développer des idées nouvelles. Bon, merci beaucoup. Bon, on a parlé de beaucoup de choses, hein. J'espère qu'on a répondu à toutes les questions. C'était assez riche, même si en 1h30, on ne peut pas traiter tous les éléments. Ah, il y a une autre question?
2 secondes à votre question, vous avez tout à fait raison. C'est-à-dire que, comme je l'ai dit tout à l'heure, il faut que la Tunisie se développe, sélectionne les segments où il y a le maximum de valeur ajoutée, qu'on soit clair. Pour tout ce qui est réactif, reagent, diagnostic industry, c'est clair, c'est la valeur ajoutée, elle est énorme. Par contre, les investissements sont hyper lourds. Okay? Donc, il faut aller vraiment convaincre un laboratoire. GSK ne fait pas ce type de produit, mais par contre, il faut convaincre les Chiron Blood Testing, toutes ces entreprises-là, effectivement, leur montrer nos atouts pour venir les attirer. Mais ça fait partie de la maximisation de la valeur ajoutée créée sur place. Je suis d'accord. Merci. C'est bon, on a répondu à toutes les questions. Ok. En tout cas, merci beaucoup. On a parlé de beaucoup de choses. On a parlé de marché local, de marché international, de propriété intellectuelle, d'acteurs locaux, d'acteurs internationaux, de start-up, d'incubateurs. On a parlé de politique de santé versus politique industrielle. On a cité les exemples de Singapour, de la Jordanie, il y en a d'autres. D'accord, je te passe la parole oui, juste voilà, après. Et donc, voilà, il y a énormément de choses. Il faut que vous sachiez qu'actuellement, la Tunisie est un laboratoire à ciel ouvert. Il y a énormément de choses qui se passent qui ne sont pas dans les médias. Donc, il y a beaucoup de réflexions court, moyen et long terme qui sont menées, et notamment sur l'un des secteurs les plus importants qui est celui de la pharmacie. J'ai la chance de participer en tout cas à une étude stratégique du secteur qui est gérée avec la Banque mondiale et la présidence du gouvernement et qui associe un ensemble d'acteurs locaux, internationaux, plus du secteur privé et du secteur public. Donc il y a énormément de choses qui se produisent et cette réflexion est en train de germer. Peut-être que, en tout cas, l'objectif, c'est de faire de ce secteur un secteur fortement exportateur. Le marché local étant exigu, c'est vers cette orientation, en tout cas, qu'on souhaite s'orienter. Et donc, la question de la valeur ajoutée est posée, la question de l'access to market est posée, la question des startups dans les biotechnologies également est sur la table. Énormément d'espoir, en tout cas, autour de cette réflexion qui, je l'espère, en tout cas, mènera à minima à élaborer une vision stratégique assez, non seulement optimiste, mais surtout ambitieuse du secteur. Mais il faut savoir, en tout cas, que si on veut demain attirer des acteurs comme GSK et les convaincre de venir en Tunisie, la première étape, c'est que vous-même, vous soyez déjà convaincus de revenir en Tunisie. Et moi, je vous fais un appel de cette tribune pour que vous soyez vous-même des acteurs du changement, des agents du changement. Si vous voulez que la Tunisie bouge, il faut que vous-même, vous reveniez tout de suite en Tunisie parce que c'est maintenant, en fait, qu'on a besoin le plus de vous. Voilà, je vous laisse la parole. Merci beaucoup. Merci Wissem. Donc pour finir sur une note positive, donc aujourd'hui on a deux invités. Monsieur Anas Dogui qui est lui-même en train de créer sa start-up, donc il travaille beaucoup. On a eu la chance aussi de l'avoir parmi nous dans le concours Adventure, donc qui est parmi nous aujourd'hui. Et puis Madame Farah Ouchteti qui a gagné le prix L'Oréal UNESCO pour les femmes en sciences. Donc on voudrait vous les remercier et puis c'est un exemple pour les jeunes aujourd'hui. Voilà, donc je vous remercie tous d'avoir participé à cette table ronde et puis le club Atuj Santé va continuer ses activités. On espère vous avoir parmi nous. Merci Wissem, merci pour tous les intervenants. Merci.